Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une certaine harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir plusieurs fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Yannick Alain. Bonjour Yannick. Hello Virginie, mais quelle belle présentation, j'ai envie de te dire. Bravo, bravo, bravo. Écoute, merci beaucoup et les applaudissements, je les avais pas encore eu. Donc tu vois, à chaque interview, il y a des nouveautés, c'est top. Je suis là pour toi. Tout peut arriver, Virginie. Fais très attention. Tu sais, à n'importe quel moment, on peut avoir quelque chose qui arrive, tu sais pas, et boum, d'un coup. Voilà. Fais très attention. Ça peut arriver à tout moment. Bon, heureusement que j'ai fait une petite méditation ce matin pour abaisser mon rythme cardiaque parce que je sens que je suis pas au bout de mes surprises. Alors Yannick, déjà, Ouais. est-ce que tu vas bien? Ah ben, Allô. Je vais très très bien. Je te remercie, ma Virginie. Et merci de me permettre de jouer avec mes jouets. C'est important. oui, oui. Mais Je vais de très toute très bien. façon, comme tu n'es pas à côté de moi, je crois que j'ai pas trop de maîtrise sur la situation. Malheureusement, non, tu ne maîtrises pas tout mon setup avec lequel je peux voilà, faire le con à tout moment. Mais non, je suis très très heureux d'être avec toi. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très touché. Ben, écoute, J'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ton énergie. Voilà, on a eu l'occasion de se parler dans certains oui, masterminds, tout ça. oui, oui. Et donc ça m'a voilà, j'aime beaucoup ta personnalité, ce que tu dégages. Donc merci pour ça. Merci pour l'honneur que tu me fais Ah ben, de écoute, m'inviter sur. j'en ai des frissons parce que c'est moi qui suis honorée, voilà, que tu aies accepté mon invitation. Donc, je crois que ça va On être est plaisir honorés tous les deux. partagé. On est honorés tous les deux. Allez. C'est parfait. Alors moi, je vais commencer par te présenter. Et ce que j'aime bien, en fait, à chaque fois que j'ai un invité, c'est de le présenter à ma façon, c'est-à-dire d'expliquer aussi pourquoi moi j'ai connecté avec toi, pourquoi j'ai eu envie d'échanger plus longuement avec toi. Mais juste avant, je vais quand même rappeler pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il en reste encore, que tu es conférencier donc international, que tu es coach, auteur, cofondateur de la Neurobusiness School et qu'on dit de toi que tu es un vrai gentil. Il y a peut-être des Ouais, faux gentils, mais en tout cas, toi, tu es J'en un écris vrai même un gentil. livre. J'en écris même un livre qui est édité chez Alizio, qui Exactement. sortira en début d'année prochaine. À cause Ouais. le Covid a retardé un peu, mais début Oui. d'année prochaine, le livre sortira. Ouais. Et on a déjà le titre ou tu peux le dévoiler ou pas? Absolument. Absolument. Ça s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir. Eh ben voilà, donc je suis bien d'accord que les gentils aussi, effectivement, méritent de réussir et ça va un petit peu, effectivement, des fois à l'encontre, et on va peut-être en parler au cours de cette interview, à l'encontre de schémas qu'on peut avoir sur la gentillesse. Et justement, si je reprends un petit peu le début de ton parcours, c'est qu'effectivement, dans la société actuelle ou dans le monde du travail, la gentillesse, elle n'est pas forcément perçue comme une grande vertu. Et même certains pensent que c'est un handicap autant personnellement que professionnellement. Mais toi, au début de ta carrière de commercial, tu voulais réussir comme tu l'entendais. Et donc, c'était forcément un défi. Et un jour, de ce que tu racontes, c'est qu'on t'a dit, vous êtes un bisounours, Yannick, vous ne réussirez jamais dans le commerce. Et ça, c'est la phrase Ouais. que t'a lancé ton premier patron juste avant de te virer, alors que tu Oui, venais de prendre une décision en accord avec tes valeurs, mais qui avait mis en péril la seule vente que tu avais effectuée. C'est bien ça, hein, je ne trahis pas tes paroles. oui, c'est ça. Ouais, je suis un gars qui apprend la vente, mais j'ai commencé en vendant rien du tout, malheureusement. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal en fait à aligner mes valeurs avec le métier. Et quand je suis sorti de l'école, c'était beau, c'était tout neuf, tout était nickel. J'ai postulé à cette entreprise-là, et puis c'était une entreprise qui n'avait que peu ou très peu de considération, même pas du tout, pour et ses commerciaux, et son produit et ses clients. Et donc, du coup, quand on a une entreprise qui n'a pas de valeur,
ben voilà, c'est ce qui arrive en fait. Et du coup, le patron, en fait, puisque moi, j'étais tombé chez une dame à qui j'avais vendu un revêtement de façade en utilisant une technique d'entonnoir de vente qu'on connaît bien. Et du coup, la personne, je ne lui ai pas vendu, je l'ai piégée. Et en fait, dans ce piège émotionnel dans lequel je l'avais mise, elle a dit oui. Et du coup, pour moi, c'était pas juste. Donc, du coup, je suis rentré. J'étais content parce que j'avais 1500 ou 2000 euros de com dessus, donc c'était bien. Mais en fait, quand je suis rentré, je me sentais mal. En fait, je me sentais très très mal à l'aise. Et du coup, je suis rentré, je me sentais mal. Et j'ai dit, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai dit non le lendemain, je dois le ramener à cette dame parce que cette dame était surendettée. Enfin, il y avait beaucoup de choses en tout cas qui me gênaient dans tout ça. Et donc, je suis allé ramener le contrat à la dame. Et mon patron, qui voulait m'accueillir pour ma première vente, m'a accueilli pour me virer, en fait, Pour te finalement, parce que je lui ai virer. dit. Ouais. Et Et oui, du parce coup, que tu as été viré, en fait, enfin, comme un malpropre, en fait, quoi. ah, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'au début, il est tout joyeux et tout. Bonjour Yannick, bravo, vous êtes le meilleur, vous avez fait une vente, super, merci. Il me dit le contrat, quoi. Et en fait, je lui dis, ben, je n'ai pas le contrat, en fait. Et j'explique que je l'ai ramené à la dame parce que je trouvais que c'était pas juste, que machin, que truc, voilà. Et là, il vrille. Il y a mon chef des ventes. Lui, c'est le grand patron. Il y a mon chef des ventes présent. Il y a mes collègues. Il y a 5-6 personnes dans la salle, quoi. Et en fait, ben, il fait un exemple avec moi. Il me dit, vous allez prendre vos affaires, vous dégagez, quoi. Et vous dégagez, et voilà. Et puis, bon, de toute façon, il me payait pas, il me payait qu'à la com, donc j'ai envie de te oui. dire, on s'en foutait un peu. Je dis ok, bon, mais je m'en vais. Et il me dit, vous êtes, oui, c'est là qu'il m'a dit, en fait, vous êtes un bisounours, Yannick, vous réussirez jamais en commerce, vous n'avez aucun avenir, il m'avait dit. Vous n'avez aucun avenir. Et moi, ça m'avait touché parce que autant maintenant j'ai des certitudes, parce que je Oui. sais ce que je vaux et que j'ai de la bouteille, j'ai de l'expérience. Mais quand tu te cherches, que tu es jeune, Mm. que tu sais déjà pas si c'est vraiment le bon métier pour toi, enfin, tu sais pas trop, quand on te dit que tu y arriveras jamais, ça tombe comme une condamnation, comme une prédiction, en fait. C'est Et ça. du coup, moi, ça m'avait beaucoup impacté. Et il m'avait dit ça, et puis il m'avait dit, ramenez-moi vos affaires. Et il me dit, si vous ne me ramenez pas le contrat pour 200 euros, je peux vous faire casser la gueule. Et, ouais, il Ah était oui, quand même. sympathique. Oui. Ouais, ouais. Et du coup, après, moi, j'étais revenu. En fait, et j'avais dit, mais moi, comme on est chez moi, en fait, j'avais dit, comme on est chez moi ici, en fait, moi, pour 0 euros, je peux vous faire enterrer dans un trou. Et ça me coûtera rien. Voilà, donc ouais, j'étais taquin aussi. Donc ouais, Ouais. voilà, donc on a eu un échange assez vif, bien que j'étais mort de trouille, Oui. moi, mais Oui. voilà, ben, en tout cas, et puis surtout détruit parce que en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Parce que Oui. j'étais nul à l'école, j'étais nul, j'étais pas manuel, pas intellectuel visiblement non plus. Donc c'était quelque chose qui était, je me dis, oh, oh, le mauvais, voilà. Et donc du coup, Ouais, c'est ça. Et puis j'avais, à ce moment-là, faut rester aligné effectivement avec tes valeurs profondes et en même temps essayer de réussir. Donc oui, c'était pas forcément facile et du coup, ben, être ben, gentil, aujourd'hui, ça pouvait être ouais. douloureux pour toi. Et là, en tout cas, ça a été vraiment le cas de me dire, en fait, arrête d'être gentil, parce que quand tu es gentil, finalement, c'est pas. Tu veux réussir ou tu veux être gentil? J'étais, tu Ouais. sais, dans cette opposition de la dictature du ou. Oui, Ou tu fais oui, ça, c'est ça. ou tu Ouais. fais ça. Tu sais, la dictature, c'est le ou le mais, ce sont des mots qui divisent, en fait. Oui, Là où le et est très inclusif. Et donc, je pouvais, et je l'ai compris par la suite, hein, parce que ma carrière a été jonchée par la suite d'expériences qui ont fait que, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est profondément parce que la gentillesse m'a aidé, mais oui, profondément aussi parce que je suis très ambitieux et que j'ai de grands idéaux. J'ai de grands idéaux pour moi, j'ai de grands idéaux pour le monde. Donc, du coup, j'essaie de changer le monde et aussi d'avoir voilà, un profil de vie qui me va bien, avoir une belle maison, une belle voiture. J'ai envie d'avoir une belle vie, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à ça? Tu vois, et mm, pendant un temps, je l'ai pensé. oui, Et du coup, bah, il a fallu le temps d'aligner tout ça, de comprendre ce qui se passait en moi par rapport à ça, et de comprendre que finalement, tout ce que j'avais aujourd'hui, je le devais essentiellement en fait à ma capacité à être gentil, à connecter avec les gens, parce que la gentillesse amène des super pouvoirs. Et ce super pouvoir, il est dans la connexion, il est dans la création de liens, dans ta capacité en fait à comprendre l'autre, dans l'empathie, dans dans ta capacité à être gentil, voilà, tout simplement quoi. Et je crois que en tout cas, il y a quelque chose de très puissant à la gentillesse, et il y a un vrai pouvoir à la gentillesse. oui, Et je crois qu'en tout exactement. cas, Mais faut y aller. je partage ta vision des choses et toi, en plus, tu l'as vraiment incarné au moment où, effectivement, où tu as décidé eh bien d'emprunter effectivement ce chemin où tu pouvais avoir du fun, garder tes valeurs intactes, réussir en business, ce que tu viens de dire.
et que la réussite, c'était aussi s'autoriser à être soi-même. Et pour le coup, ben, quand on est quelqu'un de gentil, pourquoi on devrait passer outre et faire comme les autres si ça ne correspond pas à nos valeurs? En tout cas, toi, ça ne te correspondait pas. Et puis, ben, tu as avancé, hein, tu es devenu manager Ouais. d'équipe, tu as commencé à organiser des grands événements d'inspiration, entrepreneur à succès, voilà. Et puis, mais grâce à ces valeurs que tu as toujours voulu garder intactes. Et Et moi, je pense, oui, ouais, je pense que ce sont nos valeurs qui nous donnent de la valeur, en fait, en réalité. ouais, Et de rester en accord avec nos valeurs nous apporte la valeur. Mais quand tu es obscurci et que tu es dans un monde, en fait, dans un très mauvais terreau, dans lequel, en fait, tu as plein de gens qui sont des enfoirés et qui te disent c'est ça le modèle, bah, du coup, tu as tendance à te dire, est-ce que je donne mon âme au diable ou est-ce que j'arrête? Moi, il était hors de question que je vende mon âme au diable, donc du coup, bah, c'était dur, j'ai essayé pourtant. J'ai essayé de faire, mais j'ai pas réussi. Donc, ouais, je me suis écrit tellement fort en moi que je pouvais pas. ouais. Donc, je m'étais même résigné à ne me dire, bah, c'est pas grave, je ferai un métier, un métier que j'aime pas, mais c'est pas grave. Voilà. Et moi, je t'ai rencontré ben, il n'y a pas très très longtemps. C'était en mai 2019 sur la scène de La meilleure année de votre vie, organisée De par Martin, Martin c'est ça. Latulippe. Voilà, cher Martin. Ah, Et Martin d'amour. donc, je participais à son programme de formation et je te connaissais pas. Je savais pas qui tu étais. Et puis, je crois que c'est la première conférence de la matinée. Et là, Martin te présente en disant ben, je vais vous présenter Yannick. Mais c'est surtout que ce que je me rappelle, c'est comment tu racontes la première fois en fait que tu as fait la scène de La meilleure année de votre vie et où Martin dit voici Yannick Alain, mon ami, mon frère, c'est quelqu'un de très gentil. Et tu racontes en fait qu'il dit 2 fois gentil. Et curieusement, tu regardes et tu te dis mais c'est nul en fait d'être gentil. Oui, C'est quoi cette carrément. Et présentation? je l'ai d'ailleurs l'extrait si tu veux. En fait, Ah tu oui, vas préférer ça. vas-y, oui, oui. Et je voulais amener quelqu'un qui a bâti sa carrière en étant gentil, en étant bienveillant, en bâtissant son réseau. Et je ne connaissais pas une meilleure personne. Quand j'ai appris que Yannick allait être ici au séminaire, je me suis dit, oh, est-ce que tu me ferais la faveur, s'il te plaît, l'énorme privilège de venir sur scène en toute humilité, hein, vous allez voir, super simple, très terre à terre, très gentil. Alors, pour la portion partenaire, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon très très bon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, Yannick Alain! Oh, mon Ouais, bizarrement, là, quand je suis dans la pièce à côté, alors, moi, j'ai un peu maigri depuis quand même. Et en fait, quand je suis dans la pièce à côté, en fait, je suis dans les loges comme ça, il dit 2 fois gentil, je dis putain, j'aurais tellement aimé qu'il dise un autre truc. Tu sais, genre, tu sais, il est tellement, c'est le meilleur expert en commerce que je connais, le meilleur réseauteur que je connais, c'est le meilleur, tu vois, un truc, c'est vraiment comme ça, et Oui, puis, c'est pourri gentil. Et ouais. en fait, je me suis intéressé à ça, en fait, à pourquoi, et en fait, je me suis dit non, c'est pas pourri gentil, au contraire. Ouais, et puis c'est vrai que lors de ta conférence, donc le jour où je t'ai rencontré, donc tu dis qu'il y a effectivement dans la gentillesse, il y a 2 notions. Il y a la notion de positivité, tu es quelqu'un de gentil, c'est cool, tout ça. Et puis il y a la notion de négativité, tu dis, ouais, tante Thérèse, elle est bien gentille, quoi. Donc il y a un peu ce côté un peu négatif de la gentillesse. Des fois, quand on dit à quelqu'un, t'es gentil, la personne, elle ne le prend pas toujours bien. Elle est gentille, Thérèse. Elle est gentille, Thérèse, hein. Ouais, c'est ça, quoi. Mais par contre, quand on est petit, c'est vrai, quand on est petit, on nous impose, et c'est ce que tu racontes dans ta conférence, quoi. On nous demande d'être plus gentil avec nos parents, avec les enseignants. Et puis, plus on grandit, en fait, plus, limite, on nous dit, arrête d'être gentil, tu vas te faire Oui, avoir. mais c'est exactement ça. En fait, il se passe ça exactement. Bonjour, Bonjour. bonjour, bonjour, bonjour. 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 Bonjour monsieur. Bonjour, jeune homme. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles?
Communiquer est un don naturel. Ouais, c'était une pub de France Télécom des années 2000, c'est exactement ça Ah qui se oui, passe. C'est-à-dire que ouais. en fait, quand tu es enfant, tu n'as aucun problème à aller vers l'autre. Déjà, tu n'as pas d'ego qui te dit j'ai honte d'aller voir l'autre, qu'est-ce qu'il va dire de moi, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va tout ça. Et en fait, moi, j'ai une explication là-dessus, c'est que quand tu es enfant, en fait, tu te poses jamais la question de est-ce que tu dois faire pour être aimé. Est-ce que je dois faire quelque chose de bien pour être aimé? Tu sais que tu n'as qu'à être, et puis tu sais que tu es aimé, tu sais que tes parents t'aiment, que les gens qui te croisent t'aiment. Et puis tu arrives dans la vie, et puis en fait, on te compare. En fait, on Mm. t'amène à l'école, on te met des notes, on te compare. Plus on te dit oui, je t'aime, mais si tu fais quelque chose pour moi, étudie à l'école et tu auras un cadeau, étudie à machin. Et du coup, on est dans le ok, finalement, maintenant, être ne suffit plus. Il faut que je fasse aussi. Et je dis Ouais. pas que on ne doit pas faire, tu vois, je trouve Mm. ça bien, mais en fait, on nous amène dans une illusion Ouais. que pour, euh, pour être aimé, il faut faire. Et donc, du coup, on va se mettre toutes sortes de barrières et de dire dans quoi je peux être un peu bon, dans quoi je peux me distinguer et surtout faire pour qu'on m'aime. Et du coup, on arrive dans la comparaison. Tiens, est-ce que j'ai une meilleure note que le collègue? Est-ce que j'arrive à des meilleures études? Est-ce que j'ai la plus belle voiture? Est-ce que j'ai la plus grande maison? Est-ce que j'ai le meilleur poste de cadre, de machin, de trucs? Des fois, sans salaire en plus, juste être cadre, Oui. en fait, ça suffit. Juste, et puis, et en fait, finalement, on en vient à une espèce malheureusement d'illusion de croire que finalement on doit faire pour être aimé. Et donc du coup, bah, petit à petit, du coup, ça nous fait que on n'est plus dans ce côté, on amène plus les choses vers le faire que l'être. Et je trouve ça un peu dommage. En fait, c'est certain qu'on perd quelque chose de puissant, me semble-t-il, parce que j'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel la gentillesse est vue comme une faiblesse, Oui. dans lequel la gentillesse est moquée, dans lequel la gentillesse est raillée. Je trouve ça tellement dommage, en fait. Je trouve que on mérite pas ça. Et si on est des humains, si on est notre humanité, c'est pas notre capacité à avoir un meilleur salaire. Notre humanité, elle est liée au lien qu'on arrive à créer, au bonheur qu'on arrive à donner autour de soi. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'équilibre n'est pas là. Même s'il ne peut pas y avoir que ça, parce que ben, il faut faire des choses aussi, il faut contribuer, je le comprends. Mais je pense qu'il faut aussi équilibrer avec cette notion d'amour, tout simplement, parce que tu sais, la gentillesse, c'est qu'une extension de l'amour, c'est tout. Bien sûr. L'empathie, la gentillesse, la générosité, ce sont juste des expressions de l'amour en fait. Et je crois que bah, c'est ce qu'on vient expérimenter finalement Oui. quand on, voilà, en tant qu'humain C'est en une tout cas, me semble-t-il. traduction avec des actes, en fait. C'est-à-dire que finalement, la gentillesse, on peut la remarquer avec des actes. Alors que souvent, on dit, voilà, il n'y a pas de déclaration d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, parce qu'il faut que ça passe par une action. Et la gentillesse, pour moi, c'est aussi une mise en action des choses. Tu vois, je le vois un petit peu Et comme puis ça. après, bah, bon, alors cette phrase, je pense qu'elle a été créée, et je suis d'accord hein, que l'amour, c'est aussi des actions. Et c'est des actions, évidemment, tout le temps. Et tu sais, quand j'ai lu Les langages de l'amour, tu connais ça? Alors, Les- je les- connais, mais je ne l'ai pas lu. Ouais, voilà. Et en fait, bon, moi, je n'ai pas de tête là, mais je trouve Ouais. intéressant, c'est qu'en fait, on te dit que en amour, en fait, on aime comme on aime être aimé. En fait, et Mm. on a différentes manières d'être aimé et Oui. d'apprécier. Mm. Et donc, du coup, il y en a, c'est les paroles valorisantes, il y en a, ça va être les attentions, il y en a, ça va être les cadeaux, Oui. voilà, il y a plein il y en a, ça va être les mots, il faut qu'on Mm, leur mm. dise qu'on les aime. Et donc, du coup, souvent, si toi t'aimes qu'on te dise qu'on t'aime, tu vas souvent dire que tu aimes à l'autre. Mais Oui, si l'autre, lui, ce qu'il aime, c'est les attentions, il va c'est préférer que ça. lui, il va te dire je t'aime en te préparant le petit déjeuner, Oui. par exemple. Oui. Ou en te préparant, tu vois. Tu vois, je travaille avec, j'ai un collaborateur avec que j'adore, en fait, qui s'appelle Stéphane Munier. De toute Mhm. façon, j'aime tous mes Oui. collaborateurs, tous les gens qui travaillent Oui, avec oui. moi. C'est un ami, Stéphane, c'est au-delà d'un collaborateur, c'est surtout un ami. Et en fait, Stéphane, il me dit, lui, c'est un homme parfait. C'est-à-dire que tu vas chez lui, en fait, il fait la cuisine, il est incroyable. Mais il me dit, avec sa femme, ils ne se sont, je crois, jamais dit je t'aime. Ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, un truc comme ça, ou 30 ou 40 ans qu'ils sont Ah ensemble. ouais. Et ils se disent jamais. Mais leur manière de se dire je Oui. t'aime, Ils n'ont pas besoin de le dire, quoi. c'est de faire les choses l'un pour l'autre. Et enfin, je trouve que voilà, je D'où trouve que c'est génial. l'importance de la Pardon, communication et de mettre des mots ouais. aussi sur. Pardon pour ma digression. J'ai digressé sur le truc que tu as dit. En fait, l'amour, c'est des actions. Et j'ai dit, ah, tiens, c'est rigolo, c'est une projection. Non, Ouais, il n'y a, oui, oui. il y a aucun problème. Mais moi, j'ai souvenir aussi d'une phrase peut-être à la fin de la conférence où tu avais dit les cons d'aujourd'hui sont des gentils qui se sont résignés. Et, Oui. et je me dis, mais oui, parce qu'en fait, à la base, quand on est enfant. Alors,
Bien sûr, hein, on peut voir des fois des enfants qui sont peut-être pas très gentils avec Un peu leurs râpeux, camarades, un peu râpeux. voilà, mais ça cache souvent une souffrance hein, quand même. À la base, il n'y a pas de méchanceté, donc effectivement, quand on devient con, enfin des fois on est aussi le con enfin on est aussi le con de l'autre, hein, des Bon, fois. on a notre énergie de connerie qui est à l'intérieur de nous. Je pense tout un chacun en a une. En fait, on travaille cette énergie-là. Je crois, ouais. Moi aussi, bah, je peux être très con, hein. Donc, Et du coup, voilà, moi j'ai adoré effectivement ton passage sur scène en ouverture de ce week-end. Et puis après, tu le disais tout à l'heure, on s'est revus au cours d'un mastermind voilà, de la NBS où il y avait mon amie Isabelle Racouchot qui animait le mastermind. Puis à ce moment-là, je t'ai parlé de mes projets, de podcasts, d'entrevues vidéo sur la thématique de l'écologie relationnelle. Et tu m'as fait de super retours. Tu m'as encouragé effectivement à développer ce qui me tenait à cœur. Et donc, voilà, j'ai lancé cette thématique de l'écologie relationnelle qui, pour moi, si tu veux, j'aime ce terme parce que la qualité de nos relations, en fait, elle est aussi importante que la qualité de l'air qu'on respire. Et donc, cette écologie, c'est comme un écosystème, en fait, qui comprend les relations à soi, les relations aux autres, mais les relations aussi au monde. Et dans les relations au monde ou les relations aux autres, on peut voir chez toi, voilà, une personne accomplie qui semble avoir réussi tout ce qu'elle fait, qui a des relations harmonieuses dans toutes les sphères de sa vie, mais ça n'a certainement pas toujours été le cas. Alors, est-ce que tu voudrais bien nous partager, nous confier, nous parler peut-être de ta relation au monde et des épreuves que tu as dû traverser, certainement, parce que tu ne dois quand même pas être la personne qui a jamais traversé d'épreuves dans ta vie, mais si tu peux nous donner un ou deux exemples d'épreuves que tu as traversées qui font que tu es l'homme que tu es aujourd'hui. bah, il y a plein d'épreuves que j'ai pu traverser. Je dirais que la première, qui est une épreuve, on va dire, d'enfant, en fait, difficile à traverser, c'est que j'ai vécu avec l'absence de mes parents. Parce que ma mère était chanteuse professionnelle et que mon père, bah, je vivais pas chez mon père, en fait. Je vivais plus chez ma mère, en fait. D'accord. Et comme ma mère n'était jamais là, en fait, finalement, parce qu'elle était dans l'orchestre, mes grands-parents avaient dit à ma mère, c'est pour ça que je parle beaucoup de ma grand-mère souvent, mes grands-parents avaient dit à ma mère, t'inquiète pas, on va s'occuper du petit. Et prends-nous-le, vite tes carrières, nous, on va s'occuper du petit. Et moi, je me sentais profondément seul. Même si on était dans une grande famille, on était, tous les jours, on était 10-15 à table, c'était fou. Aujourd'hui, quand je vois la vie qu'on avait avec mon cousin Pierre, que je vois très peu encore aujourd'hui, je me dis, putain, c'était incroyable d'avoir une vie comme ça, avec tout plein de gens à la maison, mais moi, je me sentais profondément seul. Donc ça, je crois que de manière répétée, je me sentais seul, incompris, pas valorisé, nul à l'école. Donc du coup, c'était en tout cas une épreuve qui était compliquée pour moi à vivre. Du coup, j'ai surdéveloppé, puisque je n'avais pas cet amour que je pense que je devais avoir, tu vois. Je pense que j'ai surdéveloppé ma capacité à connecter aux autres. Tu vois, donc j'ai développé cette capacité de, tu sais, c'était, si on veut pas me donner de l'amour, ben, je vais aller les chercher, tu vois, et donc du coup, je suis allé le chercher. Et mon grand travail de développement personnel a été justement de me détacher de cette dépendance-là, bien que je pense que j'en ai encore des bribes, encore, et tu sais, si je fais le métier que je fais avec autant de visibilité, autant de la conférence et tout ça et tout, tu sais, au fond, je crie aimez-moi, en Mais oui, réalité. Tu vois, bien sûr. alors, j'essaye de le transformer, tu sais, j'essaie d'être conscient de ça. Je pense que j'en suis conscient. Et donc, du coup, je le travaille. Tu vois, à ma manière, je pense que j'ai quand même fait un bout là-dessus, quand même. Mais au fond, alors, parce que, en fait, finalement, ce traumatisme-là s'est révélé aussi par la suite être ma zone de génie. Et C'est-à-dire oui, que ce traumatisme-là m'a aidé en fait à développer, si tu préfères, cette empathie vis-à-vis de l'autre, cette écoute, euh, cette capacité à le comprendre, parce que comme je souffrais, quand tu comprends une souffrance et quand tu la comprends en profondeur, cette souffrance-là, je pense que tu es capable d'aller la chercher, de la détecter chez l'autre. Et donc du coup, comme j'ai un panel de souffrances, bon, malheureusement assez grand, du coup, ça me permet, comme toi, je pense d'ailleurs, mmh, ça te permet de le détecter chez l'autre, tu vois, parce que du coup, bah, tu le bien sûr. vois et du coup, c'est plus facile pour toi, en tout cas, de détecter ça. Donc, ça m'a permis d'être celui sur qui, à chaque fois, à qui on vient se confier, d'être le bon conseiller, d'être le bon ami, tout ça. Alors, avec les filles, c'était problématique parce que du coup, j'étais plus le bon copain que voilà. Mais Michel euh, Poulart m'a dit la même chose d'ailleurs.
Que c'était Ah ben voilà. problématique parce que il était le copain de toutes les Oui, filles, mais du coup, il était le confident. oui, voilà, c'est ça. Après, moi, ça a changé quand j'ai commencé d'utiliser mes talents, en fait. Mm. Ça, j'y reviendrai peut-être, mais voilà. Et donc, du coup, ben, Oui, ça, et du coup, bah, voilà, donc, du coup, ça a amené au fait que, bah, voilà, du coup, j'ai développé un super pouvoir de connexion, que les gens, naturellement, se confient à moi. Et j'ai cru, à un moment donné, que c'était commercial qu'il fallait que je fasse, alors qu'en réalité, je pense que c'était beaucoup plus commercial. C'était très intéressant et très chouette. J'adore le métier de commercial. Mais je pense que ma vocation était beaucoup plus. Et je pense que, dans une certaine mesure, la persuasion que j'ai appris dans le commerce m'a aidé en tant que coach par la suite. oui, Parce que la persuasion, elle est dans la pédagogie, elle est dans la thérapie, elle est dans la vente, bien sûr, elle est dans le oui, management, elle est partout en fait. Donc du coup, ça m'a aidé en tout cas d'apprendre la vente comme ça, mais au fond, j'avais beaucoup plus envie d'être dans la thérapie, dans tout ça. Pour moi, un vendeur, c'est un docteur, voilà. mm, Et un docteur, c'est un vendeur. Et oui, un thérapeute, c'est un vendeur. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que cette absence, cette épreuve d'absence de ma mère et de mon père quand j'étais plus jeune, a développé ce super pouvoir chez moi. Et donc du coup, c'est chouette parce que du coup, ça m'a permis d'être un bon connecteur, en fait, un très bon connecteur. Et voilà. Après, je crois que la deuxième épreuve qui a été, enfin, il y en a plein des épreuves, mais qui a été prépondérante pour moi dans ma vie. J'ai 24 ans, ça fait 4 ans que je suis avec ma petite amie. On a des problématiques de jeunes couples telles qu'on peut avoir, mais écoute, ma foi, ça se passe plutôt bien. Puis un matin, je pars de chez moi. Et puis j'ai Isa du coup qui est au lit et qui me dit oh, elle me dit je sais pas ce que j'ai ce matin mais je suis fatigué. Et en fait ses patrons en fait lui imposent des horaires en fait beaucoup plus tôt que d'habitude. Voilà donc du coup elle me dit je suis fatigué et puis je m'en vais. Je suis donc moi commercial et je reçois un texto de ma belle-mère qui me dit Yannick rappelle-moi. Elle me dit rappelle-moi juste. Et je sais que ma belle-mère tu sais à l'époque tu as les téléphones tu dois taper 4 fois sur un 4 fois sur 3 4 fois sur 4 c'est tout. C'est très difficile pour elle de taper un texto. Et je mhm, me dis, si elle m'envoie un texto, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Donc je oui, l'appelle en fait entre midi et deux. Je lui dis, bah, Jo, Majo, qu'est-ce qui se passe en fait et elle me dit, je la sens hyper déroutée. Elle me dit, Isa a eu un accident de voiture. Elle me dit, elle est en route pour l'hôpital, elle est en hélicoptère et elle est hyper incohérente en fait. Et là, moi, je commence à monter. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe elle me dit, non, non. Je lui dis, mais où elle va? Elle me dit, à Rangueil ou Purpan. Mais je sais pas, c'est les deux hôpitaux qu'on a à Toulouse. oui, Et je dis, mais tu es où là, toi? Elle me dit, je suis à Purpan, je la sens très, très, très déroutée. Je lui dis, je oui, te rejoins de suite. Et du coup, j'y vais. Évidemment, à l'accueil, on ne veut pas alors qu'elle vit avec moi, Isa, mais à l'accueil, en fait, on ne veut pas me laisser monter d'accord. dans les soins intensifs parce que je ne suis pas de la famille. Voilà, et que Isa n'est pas encore arrivée, enfin bref, voilà. Et donc, du coup, je joue de mes relations, en fait, et quoi qu'il en soit, je passais, hein, quoi qu'il en soit, j'allais passer de toute Oui, manière. Donc, je les rejoins, et là, le docteur, du coup, arrive et nous dit, ben, elle a donc, du coup, C5, C6, donc qui sont les cervicales, en fait, qui ont été touchées. Donc, elle va être tétraplégique. Et moi, d'accord. de cette époque-là, je ne sais pas ce que c'est que la tétraplégie. Je connais la paraplégie, mais je ne connais pas la tétraplégie. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et là, du coup, on se regarde avec ses parents, on comprend pas, on est complètement. Elle est entre la vie et la mort. Et du coup, je me renseigne après sur Internet, enfin l'Internet de l'époque qu'on avait, qui était très faible, mais et du coup, je me rends compte de ce que c'est que la tétraplégie. Et donc là, le docteur nous dit, vous savez, là, il faut partir sur un marathon. Je vois des psys et tout ça qui me disent, il faut que vous partiez, jeune homme. C'est-à-dire là, vous devez partir de cette D'accord. situation-là parce que vous avez 24 ans Oui, et que là, elle va vivre quelque chose qui va impacter toute sa vie et sa vie ne sera plus jamais la même et donc du coup, vous devez partir. Et les trois psys me disent ça. Et j'ai envie de les insulter, en fait, il faut le savoir, en fait, sur le coup, parce que je dis, il y a hors de question que je la laisse tomber et tout ça. Et elle est encore dans le coma parce que j'arrive à voir trois psys parce que ça ne me va pas, en fait, ce qu'ils me disent. bien sûr. Donc en une journée, je vois trois psys, en fait. Oui, Et les trois psys, et j'ai appris déni. par la suite. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai appris par la suite que les psys font ça dans ce genre de cas pour donner des autorisations.
Et quelque part, je les ai insultés, je les ai pourris pendant des Oui, années. Et en fait, en réalité, ils font ça pour ton bien. En fait, c'est qu'ils te disent, ils se posent quelque part. Et les trois ont eu le même réflexe. C'est que je pense qu'il y a eu un pattern là-dessus. Et en tout cas, il y avait oui, une technique là-dedans. oui, oui, C'est qu'ils te disent, ils doivent te donner l'autorisation parce oui, que on sait toute la culpabilité qu'il peut y avoir en fait à bien quitter sûr. quelqu'un qui est en fauteuil et tout ça. Oui, oui, Et donc, ben voilà. Donc du coup, Isa se réveille à ce moment-là. Et puis elle me dit, ils m'ont expliqué, je suis un légume, il faut que tu me quittes. Voilà. Moi, je dis hors de question. On discute avec ses parents, tout ça. Et puis bah voilà, du coup, je vis une vie de handicap pendant 12 ans. Donc ça, on est resté 16 ans ensemble avec Isa, d'accord. 4 ans du coup sans le handicap et 12 Oui, ans avec le handicap. Et je crois que ces 12 années aussi avec le handicap auprès d'Isa m'ont aidé profondément aussi à grandir. C'était des très dures épreuves, des très difficiles épreuves, des complications. Enfin voilà, je pourrais écrire un livre sur le handicap, oui, tellement oui, c'est tellement intense à vivre et c'est tellement, voilà, c'est tellement difficile. Mais en tout cas, en termes d'épreuves, je pense que celle-là a été vraiment une épreuve extrêmement euh, source d'apprentissage pour moi aussi, oui. euh, source de force aussi, mais évidemment source de souffrance et de difficulté. Voilà, évidemment. Oui, mais oui, et puis le rapport, effectivement, là, il y a le rapport à l'autre, le rapport à soi, comment chacun aussi continue sa vie sans être dépendant l'un de l'autre. Alors après, on peut penser que c'est plus facile pour toi que pour elle, mais en fait, la dépendance, on n'est pas sur les mêmes notions, mais il y a quand même une dépendance, c'est certainement une culpabilité et plein de sentiments qui viennent se mêler. Enfin, Oui, moi je sais qu'on avait dit à Isa, on s'était dit quand elle a eu l'accident, qu'elle pouvait pas parler, elle avait une trachéotomie en fait qui faisait d'accord. elle respirait pas sous respirateur, et donc du coup ben, le son passait pas. Donc j'étais obligé de lire sur ses lèvres. Et en fait, elle m'a dit, je suis un légume, tout ça machin. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, je te promets que le jour où il y a plus d'amour, je serai plus là. Je dis, mais là, tant qu'il y a de l'amour, Oui, je suis avec toi. En fait, voilà. Et, euh, et en fait, c'était comme un deal qu'on a passé tous les deux. oui, Et puis, tu sais, la vie faisant, on s'est battu. Et c'est quelqu'un, Isaac, qui est. Il y a beaucoup de gens qui quittent les personnes qui ont un fauteuil roulant, qui sont machin, tout ça et tout. Et je ne critiquerai jamais, en fait, ces oui, personnes-là. Parce que chacun sa vie, chacun son. Voilà. Et puis, des fois, il faut dire que le malade aussi peut être particulièrement difficile avec l'entourage. oui, Il y a une phase au début où, comme ils ne se rendent pas compte de tout, il y a une sorte de déni. Pareil, hein, que tu en parlais tout à l'heure, moi j'ai eu un déni, elle a eu un déni aussi. Et je crois qu'il y a toujours une part, en tout cas comme ça, qui peut rester. Et au bout d'un moment, quand ça s'installe vraiment, là, quand tu commences à te dire ça va être ma vie, là, ça commence à être différent. Tu vois. Et Isa a jamais eu ce stade-là, en fait. Elle avait de la tristesse, évidemment, et elle oui, te dira jamais que le fauteuil, c'est mieux avec que sans. Elle te dira jamais que c'était une chance, bien sûr. parce que voilà, même si probablement qu'il y a des effets positifs à ça, c'est quand même de la merde d'être handicapé, c'est chiant. Voilà, et c'est pas tant ce que tu vis avec, enfin, c'est pas tant, évidemment que ce que tu vis c'est chiant, c'est comment tu le transformes en fait, qui est important. Mais n'empêche, c'est chiant pareil quand même. C'est hyper relou quand même, c'est chiant. Mais c'est vrai que ça t'aide à transformer des choses, ça t'aide à grandir, et il y a plein de cadeaux derrière. Mais c'est chiant quand même. Et donc du coup, ben voilà, j'ai appris beaucoup de choses moi au travers du handicap, au travers du monde médical, au travers d'Isa aussi, parce que c'est une femme de courage aussi. Elle a écrit un livre, elle était toujours d'humeur égale, elle était très sensible, elle a toujours été très sensible. Mais c'est quelqu'un voilà, de qui on a beaucoup à apprendre en fait. Et c'est dingue parce que elle vivait un peu enfin, elle vit toujours, hein, c'est toujours une associée, d'ailleurs on n'est plus ensemble, mais on se Oui, côtoie quand même toujours oui, plus ou moins. Voilà, ça fait 3 ans qu'on est séparés. oui, Mais voilà, disons qu'elle elle vit de son côté, moi du mien, mais j'ai quand même des nouvelles très régulières. Et c'est quelqu'un auprès de qui on apprend beaucoup dans son attitude, dans comment elle gère tout ça. Et elle vivait un peu dans mon ombre parce que moi, ben, j'ai géré ma carrière, oui, oui, j'étais à fond là-dedans. Et elle,
bah, un petit peu moins, en tout cas c'était moins son truc, tout ça, donc elle était plutôt à la maison avec les chats, voilà, elle aimait, elle est quand même, elle a écrit un livre déjà qui se vend très bien, et elle est aussi, elle est naturopathe aussi, D'accord. donc elle a quand même une activité Ouais. de rapport à l'aide à l'autre et tout ça, mais c'était ça, et moi j'étais beaucoup plus visible, beaucoup plus tout ça, et en Mm. fait, en plus j'ai ce côté très... où je suis un peu charmeur, tu vois, donc je vais faire rire les gens, tu vois, donc je prends beaucoup de place en fait. Mm. Et elle, de son côté, quelque part, je sais qu'elle en a un peu souffert de ça. Elle en a même beaucoup souffert, je pense. Parce que non seulement elle était en fauteuil, non seulement je prenais de la place, donc elle, pour s'exprimer, c'était pas simple. Mais en plus, les gens, quand ils la voyaient, ils lui disaient, putain, quelle chance t'as d'avoir Yannick. Putain, quelle chance t'as d'avoir Yannick. Quelle chance t'as d'avoir Yannick. Et elle, se disait, ben alors, Oui. moi, quoi? Moi, c'est Oui. de la merde. Oui, c'est Moi, ça il a pas quoi. de chance de m'avoir, en fait. Moi, Ouais. je suis un putain de boulet à son pied, en fait. C'est ça que je suis. Et donc, ça m'a appris aussi que, malgré tout ce qu'on peut dire par rapport au handicap, euh, celui qui le vit, c'est celui qui a le handicap, ok? Même si on dit effectivement les accompagnants, on a toujours beaucoup plus d'empathie, je pense, pour les accompagnants, parce qu'on se voit plus à leur place. Mm. Et Bien on se sûr. dit handicapé, bah, t'es comme ça, t'es handicapé, c'est la vie. T'es Parce qu'on se handicapé, c'est voit comme plus ça. à leur place aussi, peut-être parce que ça nous ferait trop souffrir de nous imaginer à la place de la personne handicapée. On refuse Oui, ça, on est mais aussi dans le déni. je veux dire, la majorité des gens me disent quoi, moi? À chaque fois que je dis le handicap, je pensais pas qu'on allait parler de handicap, mais bon, Moi non allons-y, on est plus. là. J'imaginais même pas. Tous les gens me disent, moi, je préfère, moi, je me suicide. Moi, je me tire une balle. Moi, on abrège mes souffrances, mais je veux pas être handicapé. Mais tu ne peux pas faire ça. Déjà, un, parce que ben, quand tu es handicapé, tu peux peut-être guérir. Déjà, quand tu as un handicap moteur. Quand tu es handicapé, il faut aussi, et c'est dur ce que je veux dire, mais pouvoir se donner la mort aussi, si tu as envie, en fait. Oui. Tu ne peux pas aussi. Donc, Mm. c'est très, donc, et en fait, en vrai, euh, tu t'accroches toujours à l'espoir. L'espoir, tu vois, en tout cas, moi, j'ai toujours eu ça. Et c'est rigolo parce que j'avais eu une discussion avec Frédéric Lenoir, je ne sais pas si tu connais Oui. ce monsieur, Oui, un je l'ai vu en philosophe. conférence à Bordeaux aussi. Ouais. Ouais, voilà. Et en fait, par une intermédiaire d'une relation commune, en fait, on s'est retrouvé en fait à pouvoir à discuter, à échanger avec lui. Et en fait, à un moment donné, j'ai posé une question. Je disais, mais je lui dis, nous, on nous dit souvent que, on était avec Isa, que on est, en fait, on n'a pas fait notre deuil. Tu sais, le deuil de tout ça et tout, parce qu'on est trop joyeux, on est trop machin. Même les médecins, hein. Les Mm. médecins même. Et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste, un truc à la Frédéric Lenoir, brillant à souhait, qui m'a dit, mais faire son deuil, c'est pas se résigner. C'est pas parce que t'es pas malheureux et que t'es pas triste de machin truc que tu t'es résigné, que t'as pas fait ton deuil, en fait. En réalité, donc en fait, c'est hyper ok, en fait, ce que vous vivez. Et que la manière dont vous vivez, parce qu'on vivait de manière très dynamique, on voyageait à New York, on faisait plus de choses que des gens valides. Donc Oui. tu as envie de dire, tu sais, on Ouais. était vraiment au taquet, quoi, tu vois. Donc, Ouais. ben voilà, quoi. Et donc, ben ça a vachement résonné en moi. Je me suis dit, putain, mais c'est ça, en fait. Je culpabilisais presque de ne pas être triste, tu Ah sais. oui. Et elle aussi, tu sais. Ben non, quoi, Oui. y a pas de quoi. Mais Bon, ça, bref, voilà. c'était, c'est si on pense au regard des autres. Mais si on pense à soi et la façon dont on veut vivre sa vie, voilà. Ouais, Je vois le temps j'essaie de qui trouver. tourne et on s'était fixé un horaire parce que je sais que tu es très pris. Est-ce que juste en 30 secondes, tu peux me dire juste par rapport à cette expérience justement de ta vie avec une personne donc en situation de handicap, est-ce que ça a changé ta relation avec les autres? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'épreuves et de cadeaux des fois mal emballés. Est-ce que toi, ça a changé ton rapport aux autres? J'ai eu beaucoup de mal à sortir et pousser le fauteuil. Quand j'étais j'allais aux courses, par exemple. Je me rappelle les premiers jours où j'ai pris le fauteuil et je poussais le fauteuil, en fait. Et je voyais les gens, le regard des gens sur moi, en fait, et sur nous, en fait. J'ai ressenti quelque chose de très compliqué. Ouais. Euh, Ce que ça a changé chez moi, c'est que je me suis rendu compte que les gens étaient profondément maladroits par rapport au handicap, et que c'était pas grave, ça faisait partie de la patience que je devais avoir avec les gens et qu'Isa surtout devait avoir avec les gens. Et que les gens ont toujours envie de bien faire mais ne savent pas comment s'y prendre. C'est comme ça. Et donc du coup, ça m'a amené peut-être à plus de compassion vis-à-vis des bourdes que les gens peuvent faire. Des fois, on est en train de se dire putain, mais tu devrais quand même, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Ça m'a aidé, je pense, moi, à être plus tolérant vis-à-vis des gens parce que je me suis dit, bah, ils font ce qu'ils peuvent, les gens.
voilà, avec ce qu'ils ont. Ils ressentent des émotions, ils ressentent des choses. Isaac est quelqu'un de très explosif. Par moment, en fait, avait des mots très durs sur les gens. Et moi, je sais que j'avais un peu plus et ce qui est compréhensible Ben hein, en oui, soi. Hein. bien sûr. Parce qu'il le vit dans sa chair et tout ça. Mais moi, j'étais un peu plus compréhensif par rapport à ça. Et ça m'a aidé à être peut-être plus tolérant vis-à-vis des autres. Ça m'a aidé à être plus tolérant et à comprendre que tant que tu vis pas la situation, tu peux pas forcément la comprendre. Et puis qu'au final, tu essaies de faire au mieux toujours, parce que c'est rare les gens qui m'ont dit, c'est arrivé, hein, mais des gens qui ont critiqué la situation, qui machin. Tu as beaucoup plus affaire à des gens qui ont de l'empathie et qui ont de la compassion hein, par rapport à ça, que des gens qui sont des connards, quoi. Soyons très Ben clairs. oui, Mais les connards sont arrivés quand même. Il y a eu des sujets comme ça. Donc du coup, je me dis, c'est quand même, ça part toujours d'un bon sentiment, d'une bonne intention. bien sûr. Est-ce que Même tu si par aurais... moments même si par Ben moments, oui, pardon, c'est très maladroit. Tu vois, oui. je me rappelle une fois une caissière qui dit à Isa, et qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah Elle oui, dit, bah, j'ai eu un accident de voiture et tout. Ah, ok. Putain, moi, je pourrais pas vivre. Hein. Elle lui dit ça à elle. ah oui, Elle dit, non, moi, je mais pourrais c'est pas ça. vivre. Je lui dis, putain, bon, tu sais, il y a eu de l'empathie derrière. Il y avait, tu vois, mais tu te dis, Oui, putain. ouais, mais Ouais, c'est vrai que ouais, il y a de l'empathie, mais des fois, certains devraient en avoir un peu, un peu moins. Est-ce que tu aurais un ouais, dernier moi, message? je sais pas. Excuse-moi, En fait, Moi, je te plus, je sais pas. coupe parce que je sais que tu as une réunion derrière que tu veux passer. Ah, Ils m'en c'est voudront pas pas. grave. C'est pas grave. Non, dans 5 minutes. Mais c'est juste que je voulais le temps d'aller aux toilettes. Mais Juste ça. oui, mais c'est On a... pour ça, hein. Donc, les amis, c'est pour ça. Vous voyez, je Oui, un presse un peu dernier conseil. Yannick. Je presse Un un peu dernier conseil. Yannick, c'est pas dans mes habitudes de presser mes invités, mais c'est pour son bien. Voilà. Est-ce que tu C'est aurais un ça. dernier Merci. message à partager aux personnes qui actuellement vivent peut-être des difficultés relationnelles, alors avec le monde, avec les autres, avec eux-mêmes? Un petit message, là, ce qui te passe par la tête, un petit conseil à donner avant qu'on se quitte. Le conseil que je dirais, c'est si tu as une difficulté relationnelle avec quelqu'un, euh, interroge-toi sur pourquoi ça vient te chercher, pourquoi tu ressens des émotions, pourquoi tu es aussi sursensible sur telle chose et telle chose. Très souvent, la personne est un activateur, mais elle n'est pas la raison en fait. Du pourquoi est-ce que toi tu as un problème relationnel avec ça, pourquoi ça te touche. Et donc, la chose que je pourrais dire aux gens, c'est quand vous ressentez une émotion qui est négative ou quelque chose, c'est de ne pas réagir à chaud, mais juste d'accueillir son émotion, de s'isoler, d'accueillir l'émotion et d'essayer de comprendre et de s'observer. De s'observer, de dire, tiens, pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi je me sens mal de ça? Et très souvent, vous allez trouver la raison pourquoi. Si vous êtes honnête avec vous-même. Et plutôt que d'être dans le putain, c'est vraiment un con d'avoir dit ça, c'est plutôt que de dire pourquoi c'est un con d'avoir réagi ça, c'est pourquoi moi je réagis comme ça. Et de comprendre pourquoi. Et d'arrêter de se dire, bah, c'est normal, il m'a dit ça, donc c'est normal que je réagisse. Mm. Essaie de savoir. Si tu réagis, si tu as une émotion qui arrive, c'est une alerte. Et c'est important de la trouver à l'intérieur de toi. Pourquoi je réagis comme ça? Et est-ce que c'est cool de réagir tout le temps comme ça? Et plus tu vas t'observer, tu vas essayer de te comprendre, tu vas, on va dire, essayer de trouver la cause du pourquoi, du comment, plus tu vas être en mesure de pouvoir identifier ta problématique et plus tu vas être en mesure de pouvoir la régler. Encore une fois, identifier ne veut pas dire régler, mais à Mm. moitié quand même. Il y a intégrer les choses, il y a déceler et comprendre les choses, et il y a les intégrer qui est de vitesse. Voilà. Mm. Combien de gens fument et savent qu'il faut arrêter de fumer? Ouais, Ils le ouais. savent, ils l'ont compris, mais ils ne l'ont pas intégré encore. Et voilà, il y a d'autres choses encore qu'il faut voilà, Mais encore une intégrer. fois, harmoniser ses relations avec les autres, c'est toujours harmoniser d'abord ses relations avec soi-même, apprendre à mieux se Oui. connaître pour comprendre nos Ouais. réactions. On a Et parce que plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu vas être en mesure de pouvoir réagir vis-à-vis de l'autre. J'adore un outil. Alors, je suis un fan d'énéagramme, mais oui, j'adore un autre outil qui s'appelle la ProcessCom. oui, Voilà, et Process Communication qui est enseigné par un monsieur qui s'appelle Clément Bergon, qui est un ami, oui, un frère, un associé et qui est une merveille. Et je vous invite vraiment à faire un stage de ProcessCom avec lui parce que c'est un truc de fou. Et en fait, il y avait quelqu'un qui posait une question à Clément, on faisait le niveau 2 ou niveau 3 je sais plus, récemment, qui disait, oui mais Clément, les autres, ils n'ont pas les outils qu'on a nous pour communiquer avec les autres maintenant. Donc c'est un outil pour apprendre à communiquer mieux avec les gens. Et Clément, il dit, mais il dit, c'est toi qui as le permis, donc c'est à toi d'apprendre à conduire en fait et à conduire avec les autres en fait. Donc des fois les autres, ils vont pas avoir la maturité émotionnelle que vous avez, ils vont pas avoir l'intelligence émotionnelle que vous savez, il faut l'accepter, c'est à vous d'apprendre à conduire avec votre propre outil et à savoir gérer ces gens-là. Et après, eux, s'ils ont envie de le travailler, ils le travailleront, mais à vous d'apprendre à conduire, c'est vous qui êtes le pilote. Voilà, et plus vous apprenez à conduire avec les différences émotionnelles des uns et des autres, et plus vous allez vous en tirer mieux dans la vie, vous allez mieux pouvoir les aider, mieux pouvoir les conseiller et mieux pouvoir vivre tout simplement pour vous aussi.
Une super conclusion, une très belle image. Merci beaucoup Yannick de tout ce partage. Merci de ton authenticité, d'avoir partagé avec nous voilà, des épreuves pas simples. Hein. C'est ce que je disais en introduction. Je ne savais pas de quoi on allait parler, mais effectivement, des difficultés, des épreuves dans la vie qui font ce que tu es aujourd'hui. Ben moi, je suis ravie voilà, de voir ce que tu es aujourd'hui, ce que tu peux apporter au monde et l'impact que tu as sur de nombreuses personnes. Si vous ne connaissez pas Yannick, eh ben maintenant vous le connaissez, donc il faut aller voir un petit peu plus ce qu'il propose et puis on verra ton livre dès qu'il sortira. Moi, en tout cas, je partagerai les Gentil aussi mérite de informations. réussir. Je compte sur toi pour partager en pré-lancement, pendant le Ah lancement, ben tout oui. ça. Mais en tout cas, je suis très fier de ce livre. Voilà, Non. sache-le. Bah écoute, et puis c'est une chouette collaboration, il me semble, avec deux autres personnes, Absolument, si je avec ne Jérôme m'abuse. oui, tout à fait. Il y a Jérôme Waro, voilà, qui est pour information, champion du monde de mind mapping Oui, ouais. et de prise de notes. C'est un truc de fou. Et j'avais demandé à Jérôme de coécrire le livre avec moi pour récupérer ma pensée, la structurer, me trouver des exercices et amener le côté scientifique derrière ce que Mm. moi je ressentais par rapport au livre. Et j'ai demandé également à Delphine Castellani, qui est maître Reiki. Elle est coach en développement personnel. Voilà, c'est une fabuleuse professionnelle d'amener chaque concept beaucoup plus en profondeur. Mm. Et donc, du coup, je leur ai demandé de collaborer en fait sur ce livre-là. Et donc, du coup, ils sont co-auteurs avec moi parce qu'ils ont tellement travaillé dessus. Ils ont tellement donné de leur personne, tous les deux, que je me suis dit, il faut qu'ils soient co-auteurs. C'est pas possible, quoi. Voilà. Et toi, tu as Voilà. vraiment ce talent de trouver des partenaires toujours au top. Et je crois que c'est quelque chose qui te caractérise aussi dans ta relation aux Et autres, c'est que… je ne sais pas si j'ai le talent de trouver les talents, mais en tout cas, j'ai un talent de révéler les talents parce que très Ah souvent, oui, le talent, il est à côté de nous, il est là. Et est-ce que je le trouve ou est-ce que je le révèle? J'ai pas la réponse, mm, mais je pense que c'est un mix des deux. Je pense que la vérité est un peu au centre, mais je crois que c'est important pour chaque humain qui nous regardait de faire grandir les autres et de faire grandir le monde. Au-delà de vous faire grandir, et mm. bravo, vous regardez, vous suivez Virginie, je vous soupçonne d'être intelligent. Mais si vous suivez Virginie, c'est que vous êtes évidemment sur la bonne voie, de vous travailler vous, mais n'oubliez pas de faire grandir les autres aussi. Parce que plus vous allez faire grandir les autres, et plus les autres vous feront grandir et feront grandir votre entreprise et vos projets. Voilà. Si vous avez aimé cette entrevue, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes, bien, sentez-vous libre de la partager. Et pour encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site virginiechastel.fr. Je vous souhaite une très belle journée à tous et surtout, prenez soin de vous. Belle journée à toi, Yannick, et prends soin de toi. Bisous, bisous à Virginie, merci pour tout, ma belle. Merci pour Merci tout. à toi. Bisous.